À l'EPRAS, qui était une initiation à l'anthropologie, extrêmement rigoureuse, il y avait donc toutes les disciplines enseignées par des africanistes comme Tarditz ou Pouillon, des spécialistes de l'Orient, de l'Inde, comme Dumont, comme Bernot, des Amériques, comme Simone Gamelon, et puis de la linguistique. Car moi, j'ai pris là, avec Jacqueline Thomas et Luc Bouquiot, les cours de linguistique. Car j'ai été tout de suite orientée, non pas vers les Amériques, mais vers l'Asie, car j'avais rencontré le premier jour des cours à la Sorbonne celui qui est devenu mon mari, Charles MacDonald, et qui travaillait sur l'Asie. Et j'ai été aspirée vers l'Asie par cette relation et par les maîtres que j'avais qui sont devenus les directeurs du laboratoire du Cédrassémie auquel je suis entrée comme collaborateur bénévole. Ce qui m'a permis d'avoir une bourse quand nous sommes partis sur le terrain, Charles MacDonald et moi-même. Mais ce qui était très intéressant à l'EPRAS, c'est qu'il y avait aussi l'enseignement de la logique, de la mathématique avec Barbu et Gréco, et ça nous permettait de projeter la notion de structure sur des systèmes de parenté. C'était aussi l'initiation à la linguistique la plus rigoureuse par la phonétique et la phonologie. Et donc, quand je suis allée vers l'Asie, entraînée par ma relation avec Charles MacDonald, c'est Audricourt, le grand linguiste, botaniste et anthropologue, qui était Audricourt, marginal, original, extraordinaire, qui est devenu mon maître. Il était rare à l'époque que les ethnologues deviennent des linguistes, mais je l'ai fait pour compléter, à la demande de Bernot, les travaux de mon mari. Il se trouve qu'il a aussi fait de la linguistique et qu'il était aussi ethnolinguiste que moi. Mais il travaillait plus sur la sociologie. Il avait une formation en sociologie que je n'avais pas. Moi, c'était la littérature, la mythologie amérindienne, et évidemment toutes les autres disciplines afférentes, l'archéologie. J'avais fait plusieurs voyages au Mexique, donc j'étais très attirée par le Guatemala. Mais à ce moment-là, il y avait la Mano Blanca et une terreur épouvantable au Guatemala qui fait que j'ai dû annuler tout espoir d'y faire du terrain. Et je suis partie vers l'Asie. Mais où en Asie? Aux Philippines. On nous a donné cette possibilité de choix, puisque j'avais une formation d'hispanisante et que j'aurais pu travailler sur les archives. Quand j'ai vu les archives là-bas, j'ai préféré plier boutique et aller vers des hommes vivants. C'était dans un état très triste. La bibliothèque a été bombardée par MacArthur quand il est entré avec l'armée américaine dans Manille, donc rasée. Il y avait des choses très, très pas classées, et donc je suis sûre que ça a fait des progrès depuis. Mais là, j'ai pensé que je ne pouvais pas m'enfermer dans cet univers de poussière et d'ordre classé. Ce n'était pas mon truc, pas du tout. Moi, j'avais envie d'étudier des hommes vivants. Même la littérature, j'avais envie d'être auprès des populations vivantes, actuelles et traditionnelles.
Donc, c'était tout tracé. Là, ma vocation s'est vraiment affirmée. Car il s'agit d'une vocation, je crois. On ne peut pas faire de l'ethnographie, d'anthropologie sans une véritable vocation. Car il faut savoir supporter le terrain dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire les maladies, la dureté de la vie en forêt. Je suis revenue, je pesais 49 kilos quand même, après un an en forêt. C'était très, très exigeant, mais tellement beau et tellement passionnant. On travaillait 14 heures par jour. Il n'y a pas de contrôle du temps. Puisqu'il fallait surtout travailler la nuit quand il y avait les épopées, alors on dormait le jour, épuisé, on dormait le jour. Mais le temps dans la forêt n'est pas le même. Là, ça c'est Salins. Salins était un de nos professeurs à l'EPRAS, Marshall Salins. Et avant de faire l'EPRAS, j'avais fait la SFRE avec Leroy-Gourhan. Lévi-Strauss avait fait des conférences, je crois. Et surtout, en technologie, Hélène Balfet. Là, j'ai eu du mal, parce que je me suis trompée une fois. Je ne savais pas analyser une peine qu'on m'avait mis dans les mains comme examen. J'ai eu 2. J'ai dû repasser l'examen. Enfin, j'étais plutôt mauvaise, mais j'ai fait des progrès depuis. C'était très sympathique. C'était un moment de vie extrêmement lumineux parce que le structuralisme était à son acmé et on écoutait, on allait au cours, tout était ouvert, on allait au cours des uns des autres, surtout de Lévi-Strauss. On allait plus tard, en revenant du terrain, on a été invité au séminaire, mais on allait surtout aussi à la Sorbonne, écouter Martinet. Le samedi matin était sacré, il n'y avait pas de week-end. On partait à l'Amphi Descartes pour écouter les cours de Martinet, qui était un excellent pédagogue. Et on avait des tests de Calaba pour arriver à déchiffrer, à partir de la phonétique, établir des phonologies fantaisistes. Ça s'appelait des Calaba. Mais c'était développé en nous la virtuosité du déchiffrage à travers l'analyse comparée des sons, dégager les phonèmes. Tout ça est un exercice de l'esprit extrêmement rigoureux. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir la maîtrise de la méthode. Et j'ai eu la chance de tomber sur une langue assez simple où il y avait 4 voyelles phonologiques et 16 consonnes, bien sûr, plus de réalisation, mais pas de langue à ton. Mais ce qui était plus compliqué, c'était la morphologie. Une morphologie très complexe, comme Sapir a parlé de langue agglutinante. Eh bien, c'était une langue agglutinante que j'ai étudiée plus tard. Mais si je reviens à ces années 66, 67, 68, mai 68 est arrivé là. C'était extraordinaire de dynamisme, d'enthousiasme, de contestation, d'appétit de comprendre, d'apprendre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était des années de bonheur. Et en octobre 69, nous sommes partis aux Philippines, car moi, je n'avais pas de service militaire à faire, mais celui qui était devenu mon mari devait, au lieu de porter un fusil, faire un enseignement du français à l'étranger. Et on aurait pu avoir été envoyé au Canada, mais on a demandé les Philippines et on a été envoyé là-bas. Donc c'était très bien, carte blanche de Condominas, Bernot et Audricourt pour faire ce qu'on voudrait là-bas, nous faisant absolument confiance. Et évidemment, on avait voulu
Charles MacDonald aurait voulu étudier les Andamans. Impossible, c'était un camp militaire de l'Inde, impossible d'aller aux Andamans, maintenant on y va. On voulait étudier les nomades de la mer. Et pour ça, j'avais acheté une carte du FK4, formidable pour connaître les astres, parce qu'on avait une approche absolument pluridisciplinaire. Les maîtres que nous avions étaient de tels érudits. Condominas, c'était en plus une personnalité très poétique, très engagée dans la guerre contre le Vietnam. Nous avons beaucoup envoyé de livres au Vietnam, de remèdes. Il y avait toute une plateforme du Cédrassémie vers le Vietnam qui partait. Et donc, il n'était pas question d'aller au Vietnam, mais ouvrir un terrain en Asie, il nous a précédés. Il nous a précédés en allant voir son ami de Yale, Harold Conklin, qui fut pour moi un maître également. Donc, j'ai été entourée de très grands maîtres, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. C'est à eux que revient ce mérite de m'avoir donné le goût d'une ethnographie fine, précise, rigoureuse linguistiquement, poétique. C'est à eux. C'est Condominas, Conklin, Barrault aussi, et puis de l'autre côté, Bernaud, Audricourt, Martinet. Mais Martinet ne m'a pas suivi après, c'est Audricourt, puisque c'était un spécialiste aussi des langues d'Océanie et d'Asie. Donc nous avons eu là une très belle formation. Mais nous étions absents 3 ans. Donc là, le relais a été pris par un autre grand ethnologue dans le domaine de l'ethnoscience, c'est Robert Bradford Fox, qui a été formé à Chicago par Egan et qui a travaillé à Palawan. Et lorsqu'il travaillait à Palawan, il travaillait chez les Tagbanois, et lorsqu'il faisait son terrain comme ethnographe, anthropologue, il a découvert les grottes de Tabon Caves, où il a fait des découvertes préhistoriques formidables, dont la chronologie a été vérifiée à la Sorbonne récemment, en 2014, je crois, et s'avère au carbone 14. On faisait les évaluations. Et maintenant, on travaille avec d'autres méthodes, tonium, je ne sais plus quoi. C'est des procédés extrêmement chimiques, extrêmement sophistiqués. Je reviendrai sur la préhistoire, car maintenant je travaille beaucoup avec les préhistoriens. Donc la boucle se boucle là aussi. Pour en revenir à ces années de formation que je vais amener à leur terme peut-être, il y avait le séminaire de Lévi-Strauss, que l'on a suivi avant un peu et après notre retour avec ferveur. Mais le livre qui a été important pour moi de Lévi-Strauss, c'est La pensée sauvage. Ce n'est pas Triste tropique, c'est La pensée sauvage. Car là, il y a toute l'analyse des taxonomies et ce qui a été la pierre d'angle des travaux de Conklin et de Fox, puisque le premier chapitre de La pensée sauvage fait référence aux Pinatubo Negritos des Philippines, qu'avait analysé Fox, dont Fox avait fait un livre sur The Pinatubo Negritos, Their Useful Plant and Material Culture. Donc ça, c'était le premier chapitre de La pensée sauvage, référence de Lévi-Strauss. Donc je partais sur une voie royale de l'ethnoscience, qui après a été totalement bannie, même par mes contemporains.
Ce n'est pas une bonne ethnographie. Il n'y a pas... C'est vrai, je ne me suis pas livrée dans ces livres. J'ai fait et j'ai rapproché les sciences naturelles des sciences anthropologiques. J'évoque les mythes, je les analyse, mais je transcris et je publie les mythes, je les analyse, mais comme des pièces d'appoint aux taxonomies. Donc je ne suis pas dans l'anthropologie de Descola. Par contre, je sais la faire aussi, mais je ne l'ai pas publiée comme telle. Vous comprenez ? C'était un moment où je devais rigoureusement procéder dans le champ de l'ethnoscience. C'était un grand engouement. Et c'est là que Jacques Barrault a une importance dans ma vie. C'était un ami charmant. Il avait fait sa thèse, vous le savez, sur la migration des plantes dans le Pacifique. Et il était né en Nouvelle-Calédonie, dans une famille très fortunée, du nickel. Mais il avait vécu à Marseille et à 18 ans, il est entré dans la résistance. Il a été fait prisonnier des Allemands, et mis dans des camps. Il a écrit un très beau livre en français et en allemand avec les dessins. Il est dessiné admirablement, qu'il avait fait au camp. Il avait 18-19 ans. Et c'est le dessin de sa maison natale qui l'a sauvé dans sa psyché. Car il portait des morts. Hein. Il était très jeune. Il a été très, très éprouvé par cette vie dans les camps. Mais il était généreux et il était amusant. Et c'était un plaisir de lui parler dans son bureau au Muséum d'histoire naturelle. Et il avait passé 1 an à Yale avec Conklin. Donc j'étais dans cette mouvance. Audricourt, Barrault, le Muséum d'histoire naturelle, les séminaires à la salle Chevalier, en face du Phoque. C'est là d'ailleurs que mon mari a fait son pot de thèse, a eu son pot de thèse, dans cette charmante salle qui est maintenant rénovée, c'est différent. Mais le muséum est devenu plus beau qu'il n'était, mais il était quand même très sympathique. Et surtout, j'ai pu faire analyser là une partie de mon herbier par le professeur Vidal à la phanérogamy. On a déposé 40 plantes de l'herbier général. Et ce n'était que les plantes utiles et alimentaires. Ce n'était pas les plantes médicinales. J'ai 695 plantes médicinales qui n'ont jamais été montrées. Je vais vous dire quel était le style d'Audricourt quand il parlait avec un de ses élèves. Là, ça a été une épreuve formidable, mais que j'ai surmontée. Je vais vous dire comment. Audricourt nous emmenait faire des promenades botaniques. C'était merveilleux. On analysait du sous-sol jusqu'aux étoiles la nature autour de Paris. Il faisait partie de la Société des champignons, de mycologie. Il faisait partie de la Société des libres penseurs d'Auguste Comte. Il était partout parce que, étant célibataire et solitaire, il avait la compagnie des savants partout. Et il nous emmenait en promenade botanique. Je n'en ai pas fait beaucoup, contrairement aux Rivières qui étaient là, qui travaillaient sur l'Océanie avec lui et qui l'ont suivi plus souvent. Moi, j'ai été enceinte de ma petite fille en 1974 et je me suis endormie sur un talus pendant que les autres partaient marcher. J'avais sommeil, j'ai dormi. Et puis je les ai attendus au retour. Sur les talus, Sartre écrivait L'être et le néant. Moi, je dormais enceinte de ma petite fille. C'était toute une autre désinvolture. Mais c'était très sympathique. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais retrouvée. Je n'ai pas su le créer moi-même, ça c'est sûr. Mais je ne l'ai jamais retrouvé. Il fallait un vieux savant extraordinaire comme Audricourt, avec 2-3 cravates, demandant dans un restaurant le plat qui lui était familier le mercredi, dans un autre restaurant c'était le jeudi. Jamais il n'allait à l'école des hautes études manger alors qu'il habitait rue d'Assas,
parce qu'il n'avait pas été nommé professeur là-bas. Donc, c'était un marginal, mais un extraordinaire mentor. Et je voulais vous raconter quelque chose. Oui, Jacques Barrault. Jacques Barrault était son complément plus jeune, puisqu'il avait travaillé sur l'Océanie. Et c'est lui qui, alors que je lui montrais un peu mon travail, ah oui, je raconterai après Audricourt. Je voulais faire une incise sur Audricourt et comment il traitait une élève. Mais Jacques Barrault, un jour, m'a dit « Mais Nicole, vous avez écrit une histoire naturelle. » Je n'en avais nullement conscience. Je ne me sentais pas du tout une biologiste, une écologiste. Dans l'écologie, la biologie, je travaillais avec le Muséum d'histoire naturelle, mais comme ethnographe et comme linguiste. Je n'aurais jamais pu oser prétendre avoir écrit une histoire naturelle. C'est lui qui a mis le sous-titre dans mon travail. Fleurs de parole. Ah, ça s'appelait Burakat Baras, le mot palawan, fleurs de parole, qui veut dire les fleurs de la rhétorique aussi, mais qui a cette métaphore merveilleuse, puisque j'ai en plus mis une photo où les enfants sucent la fleur de Molaga, qui est une fleur dont les abeilles font leur miel. Donc, fleurs de parole, c'était à la fois un travail de linguistique, de sémantique, de logique classificatoire, de poétique, le 3e volume, et d'ethnomusicologie. Donc il y a une lente translation entre les 3 volumes. Le premier campant les taxonomies, le second campant la maîtrise d'un savoir et l'art d'une relation, c'est-à-dire comment les hommes vivent, se nourrissent, souffrent, ont leur âme prise, sont mangés par les autres hommes et se soignent. Et comment on passe des catégories de l'espace qui ouvre le premier volume aux catégories du temps, après avoir abordé le travail, et on clôt une somme qui implique là la géographie et là l'astronomie. Comment on clôt. Et ça, c'est l'esprit d'Audricourt qui m'a animée. J'ai su travailler comme ça parce que je l'avais vu commenter la nature. C'est en ce sens que je sens ma dette envers mes maîtres. J'ai eu un bon professeur d'histoire naturelle quand j'étais en 5e, en 4e. J'avais fait un petit herbier. Quand ma mère l'a jeté, j'en étais malade. J'ai un esprit très archiviste. Je garde tout. C'est très difficile pour moi de jeter. Alors, l'autre chose, c'est... J'avais fait une collection de pierres en 4e de géologie, parce que dans la Montagne Noire, il y a une pénéplaine, il y a la mer arrivait jusque-là, on trouve des fossiles, enfin c'est très intéressant. Tout ça, ça s'est mis en jeu, ça s'est mis en synergie dans ma mémoire. Ce n'est pas parce que je suis native, c'est parce que j'ai eu le goût des choses qui est venu par la formation et l'ouverture au monde phénoménal, à la curiosité du monde phénoménal, pas parce que je suis une agricultrice, mais parce que j'avais eu cette sensibilité par les sciences naturelles. Et là, alors Audricourt, je montre un jour à Audricourt, qui était très bougon, mais très aimable. Il me recevait, il me montrait des phonologies, il m'apprenait à faire du comparatisme, d'où l'Atlas du riz, là c'est une autre histoire. Mais je lui pose sur la table de la salle Chevalier 11 boîtiers d'herbier. Il y avait 2200 plantes, entièrement répertoriées, fichées et tout. Et parmi elles, il y avait les plantes médicinales. Alors il regarde ça et en bon rationaliste, il me dit « Tout ça, c'est de la baliverne. » Je dis « C'est de la baliverne. Très bien. » Je plie mes boîtiers,
Je ne l'ai plus jamais remontré et je ne l'ai pas vu pendant 1 an et demi, jusqu'à la fin de la rédaction de ma thèse. Voilà ce qu'était l'intensité de la relation. Il fallait beaucoup de force pour travailler avec lui. Mais il était aussi très, très formidable. Tout ça, c'est de la baliverne. Il voulait me mettre en garde contre le fait que je pouvais croire, alors que je n'y croyais pas du tout. Je suis une mécréante. Mais j'avais recueilli les données. Donc, c'était... Et Barrault, c'était le contraire. C'était un homme jovial, bienveillant. Il a reçu un jour le Grand Prix du Japon, une médaille d'or magnifique comme ça. Et qui a fait le rapport sur lui? Pas ses collègues du muséum, c'est Conklin et moi. Qui fait qu'il a été élu, il a eu la plus grande reconnaissance au Japon. Et c'était Barrault et moi qui avions fait le rapport pour la Fondation Thyssen pour que Conklin ait le prix de la Fondation Thyssen. Donc, ces deux et moi, en faisant une troïka. Et des trois, j'étais la seule à ne pas avoir reçu un prix. Puisque j'étais le bébé, j'étais la petite. Mais enfin, non, il me considérait comme une amie et une bonne élève. Voilà, disons.